Si les États-Unis et l'Union européenne peuvent geler et saisir les réserves d'or et de dollars de la Russie, quelle sécurité reste-t-il pour la richesse de n'importe quel pays dans le système financier occidental? Je vais commencer avec vous, Michael. Allez-y. Eh bien, il est évident que les autres pays ne se sentent pas en sécurité. C'est pourquoi ils achètent de l'or. Je pense que la hausse des prix de l'or et des réserves d'or des banques centrales reflète l'incapacité, jusqu'à présent, de la majorité mondiale, la Chine, la Russie et d'autres pays, à créer un véhicule alternatif pour conserver leurs économies internationales. Ils les ont détenues à Londres ou à New York, sous forme d'actifs de banques centrales prêtés aux banques centrales d'Angleterre et d'Amérique, en investissant dans des titres du Trésor américain selon le standard du dollar ou dans des devises européennes. Lorsque tout cela peut être saisi, il n'existe soudainement plus d'endroits sûrs pour les autres pays où conserver leurs réserves internationales. Par le passé, ils les détenaient à New York et en partie leur or à Londres, car c'est là que se trouvaient les marchés d'échange. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le but de la détention de réserves internationales a été de gérer les taux de change afin de pouvoir les stabiliser par l'emprunt et le prêt. D'autres pays, selon les règles établies par les États-Unis en 1944, lors de la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, étaient liés à toute cette intervention sur les marchés mondiaux des devises par le biais du dollar, car c'était le principal marché à l'époque. C'est là qu'ils devaient opérer. Eh bien, tout à coup, ce vestige de 1945 est devenu dangereux et par conséquent obsolète. On peut donc dire que toute la flambée des prix de l'or signifie que les pays cherchent un moyen d'éviter de détenir leurs réserves sous cette forme. Et le risque est double. D'un côté, l'Union européenne discute encore de la manière de transformer les 300 milliards confisqués à la Russie en paiements destinés aux kleptocrates ukrainiens, en guise de compensation pour avoir en somme vendu leur population comme une armée de mercenaires à l'OTAN. L'argent que l'Amérique a donné à l'Ukraine ne va pas au peuple. Il va aux kleptocrates qui ont déclaré « Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. Nous sommes prêts à contrôler l'Ukraine et à tenter d'épuiser les ressources de la Russie en y envoyant des Ukrainiens. Et si l'armée ukrainienne tente de fuir ou de battre en retraite, nous lui tirerons dans le dos. » C'est à cela que sert le bataillon Azov. Ainsi, tout cet argent n'est pas vraiment allé à l'Ukraine, mais au groupe de Lviv, au bataillon Azov, en réalité, aux néo-nazis qui dirigent l'Ukraine. Et les Ukrainiens sont impuissants à y changer quoi que ce soit. Eh bien, le problème ne concerne pas seulement les pays étrangers traitant avec la Banque centrale d'Ukraine et le gouvernement américain. C'est tout le système judiciaire international. Selon l'Union européenne, ils disent « Nous allons faire en sorte de ne jamais avoir à payer les 300 milliards de dollars parce que nous allons demander des milliers de milliards de dollars de réparation pour la défense par la Russie de sa population russophone. La population russophone de l'Ukraine, à Luhansk, Donetsk et maintenant Odessa. Ils ont dit « Nous voulons faire partie de la Russie ». Et leur défense est réellement traitée comme une attaque. Nous, en Occident, avons le droit d'attaquer l'Ukraine et de déclarer que les russophones sont sous-humains. Nous pouvons enfreindre les règles du droit en attaquant des zones de consommation, des zones civiles, en ne nous concentrant pas du tout sur le militaire, mais simplement en essayant de détruire tout ce qu'il reste à la Russie. Mais ensuite, nous allons dire qu'ils nous attaquent en se défendant. C'est comme si Israël accusait Gaza d'attaquer Israël pour s'être défendu contre la guerre de 80 ans menée contre les Palestiniens.
Et tant que le système financier occidental sera soutenu par un système judiciaire totalement biaisé, un système qui, comme le Fonds monétaire international et l'Union européenne, agit comme un bras de l'OTAN, le reste du monde essaie de s'en détacher. Et la voie de moindre résistance, pour l'instant, consiste à acheter de l'or. Eh bien, le problème avec l'achat d'or, bien sûr, c'est que par le passé, les pays investissaient leurs réserves de change en or. Le Venezuela a investi ses réserves en or et les a conservées, comme nous l'avons déjà évoqué, à la Banque d'Angleterre, afin de pouvoir utiliser ces réserves comme garantie lorsqu'il empruntait de l'argent pour intervenir sur le marché des changes et tenter de stabiliser sa monnaie. C'est pour cette raison que les pays gardaient leur or, soit à Londres, soit à New York, là où se trouvaient les principaux marchés internationaux d'échange. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. La Banque d'Angleterre a saisi l'or du Venezuela et il semble que les États-Unis aient saisi celui de l'Allemagne. Et l'Allemagne est une alliée. Il y a quelques années, l'Allemagne a demandé que ses réserves d'or soient rapatriées de New York, du sous-sol de la Fed à New York, vers l'Allemagne, afin que sa banque centrale les détienne elle-même. Les États-Unis ont répondu, « Eh bien, vous savez, cet or est très lourd. Il va falloir qu'on trouve des avions pour ça. » Et c'est la dernière chose que nous ayons entendue publiquement. Des journalistes et reporters allemands m'ont appelé pour me demander « Savez-vous ce qu'il est advenu de tout cela ?» Ils me disent qu'ils ont interrogé des responsables politiques allemands à ce sujet, mais que ces derniers refusent de répondre. Personne ne parvient à savoir si l'Allemagne a récupéré une partie de son or. Et les États-Unis conservent toujours cet or, ainsi que le reste de l'or de l'Europe. Détenir de l'or n'a donc de sens que si vous le gardez dans votre propre banque centrale, où la seule façon dont il peut être saisi est si l'OTAN envahit votre pays, prend le contrôle du gouvernement et vide vos réserves d'or, les emportant comme cela a été fait en Libye et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Le véritable problème auquel ils sont confrontés, le problème de l'or, est donc de savoir comment aller au-delà de l'or en tant qu'alternative. Eh bien, l'autre ligne de résistance dont ils ont parlé concerne les échanges de devises. Eh bien, nous détiendrons les devises les unes des autres au sein de la majorité mondiale. Le problème avec la détention de devises, c'est qu'elles montent et descendent. Et si vous êtes un pays créancier, comme les États-Unis l'étaient envers l'Europe et le reste du monde en 1945, et comme la Chine l'est aujourd'hui envers de nombreux pays de l'initiative La Ceinture et la Route avec lesquels elle traite, comment allez-vous gérer le fait que la devise que vous détenez se déprécie? La Russie a accumulé d'énormes réserves de roupies indiennes dont la valeur a diminué. Ces derniers jours, l'administration Trump s'est rendue en Argentine et a déclaré « Nous savons que vous, les Argentins, avez beaucoup traité avec la Chine. Vous avez un accord de swap de devises et vous leur devez beaucoup d'argent. Mais ces 40 milliards de dollars que nous vous donnons pour soutenir le peso juste assez longtemps pour que Macri soit réélu la semaine prochaine. En échange de cela, et pour que nous ne vous lâchions pas, nous voulons que vous rompiez toutes vos relations avec la Chine. N'honorez pas le swap de devises. Dites simplement, nous n'allons pas vous payer Chine. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Ainsi, les swaps de devises en eux-mêmes ne constituent pas une solution. La seule solution pour une monnaie des BRICS, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Pour que les BRICS créent une monnaie commune, il faudrait que ce soit comme si les États-Unis créaient une banque centrale reliant tous les États américains et leurs responsables politiques. Dans l'Union européenne, tous les pays ont dû former une union politique, car si chacun possède sa propre monnaie, qui va l'émettre? Comment sera-t-elle distribuée?
Et comment les différents pays effectueront-ils leurs paiements? Tant qu'il n'y aura pas d'union politique entre tous les pays des BRICS, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, il faut revenir à la solution que John Maynard Keynes avait proposée en 1944 comme alternative au modèle américain pour un fonds monétaire international. Vous créez une nouvelle banque centrale collective, qui gère les crédits et les dettes entre ces pays membres, afin de définir leur monnaie, leur change et leurs échanges de devises. Ces crédits et dettes en devises seraient libellés dans une unité commune, fondée essentiellement sur les prix de leurs exportations collectives et sur leurs relations de prix entre eux. C'est la seule solution logique. J'ai décrit le long débat à ce sujet dans mon livre Super-impérialisme. Il a fallu beaucoup de manœuvres politiques pour que Keynes parvienne à cette idée. Et bien sûr, les États-Unis ont dit « Non, nous ne voulons pas que d'autres pays disposent de moyens de règlement entre eux. Tout règlement entre un pays et un autre doit passer par Washington et par le dollar américain. » Et les autres pays, tout d'abord, la Grande-Bretagne s'y est soumise, et le résultat fut la perte de l'Empire britannique. Ses réserves de devises étrangères, ses colonies, et les pays utilisant la livre furent tous transférés aux États-Unis d'ici 1950. La livre s'est effondrée en valeur, et la Grande-Bretagne a entamé sa longue désindustrialisation. Les autres pays, le reste de l'Europe, une fois la Grande-Bretagne capitulée, eh bien, ils n'avaient d'autre choix que de suivre le mouvement. Pour la première fois aujourd'hui, le monde est revenu à la période de 1944-1945 pour créer une sorte de relation mutuelle, un dispositif bancaire international destiné à gérer les relations entre devises, qui n'est pas dirigé par l'OTAN, les États-Unis ou le système de la guerre froide. Plus le prix de l'or augmente, plus on se rend compte de l'incapacité, jusqu'à présent, des autres pays du monde à aborder et à résoudre ce problème. Richard, allez-y. Permettez-moi de replacer cela dans son contexte, mais aussi de vous faire peur. La même logique qui pousse les Européens à regarder avec satisfaction ces 300 milliards comme un moyen de faire croire à leur propre population que l'horrible erreur qu'ils ont commise en entrant dans une guerre de ce genre, les énormes dégâts que cette guerre a causés à leur économie, peut être dissimulée en donnant l'impression qu'ils font maintenant payer quelqu'un d'autre. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas assez d'argent pour modifier fondamentalement la situation. Cela semble énorme et c'est une somme considérable, mais ce n'est pas suffisant pour changer la donne. Deuxièmement, laissez-moi vous faire peur. La Chine détient, la dernière fois que j'ai vérifié, environ 750 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Qu'est-ce qui empêcherait les États-Unis de leur dire que ces titres ne valent plus que du papier toilette? Nous n'allons pas vous payer les intérêts, nous n'allons pas vous payer le principal, et nous allons désormais traiter avec le reste du monde. Quand nous devrons emprunter pour le gouvernement américain, nous emprunterons au reste du monde. Fin de la discussion. Ou peut-être que nous le ferons pour la moitié des 750 milliards de dollars. Qu'est-ce qui les en empêcherait? Vous savez, c'est insensé. Voici ce que nous observons. Nous assistons à la fin de l'Empire. Ce sont le genre de choses qui se produisent quand l'Empire ne peut plus fonctionner. Les États-Unis font face à une contradiction fondamentale. Ils ne peuvent pas maintenir les arrangements mondiaux de l'après-45 tout en combattant la Russie et la Chine, en étant impliqués dans une guerre en Ukraine et, vous savez, en se préparant à prendre le pétrole du Venezuela. Ils ne peuvent pas le faire. C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne veulent pas admettre qu'ils le font. Ils ne peuvent pas le faire. It doesn't want to admit to doing, it can't do it, so it's coming up with crazy stuff.
Alors, ils en arrivent à des idées folles, des choses qui n'ont aucun sens, sauf comme signe de la fin d'un empire. L'une d'elles, c'est « nous allons prendre ». D'ailleurs, si je comprends bien, ils ont déjà pris les revenus d'intérêt des 300 milliards de dollars et les ont utilisés pour la guerre en Ukraine. Manifestement, cette brillante initiative n'a rien changé. Et maintenant, ils veulent prendre le capital. Bien sûr qu'ils le veulent. C'est toujours le même jeu. Et qu'est-ce que ça provoque? Tout ce que Michael vient de dire et une douzaine d'autres choses encore. Tout le monde se demande maintenant où placer son argent parce que l'Empire, l'empereur, n'est plus en position de le faire. Les États-Unis avaient dit au monde, « Vous pouvez garder votre argent ici, car nous sommes l'endroit le plus sûr pour conserver toute forme de richesse. Nous sommes ceux qui la taxeront le moins. Nous sommes ceux qui la menaceront le moins. » Nous n'avons même pas de parti socialiste ou communiste digne de ce nom en termes de pouvoir politique. Donc vous n'avez pas à vous en inquiéter. Nous avons une main-d'œuvre docile et désorganisée. Nous vous offrons des conditions merveilleuses. Alors, s'il vous plaît, prenez une bonne partie de votre richesse et apportez-la ici. Cela nous donne encore plus de pouvoir en tant qu'empire pour vous offrir ces garanties. En fait, en plaçant votre richesse ici, vous financez notre capacité à garantir cette richesse. C'est cela, un empire. C'est ce que fait un empire. C'est ce que les Britanniques faisaient au siècle précédent. Et maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Permettez-moi de vous donner un autre signe que vous ne percevez peut-être pas immédiatement. Nous exécutons désormais des gens sur des bateaux de part et d'autre de l'hémisphère occidental. Nous l'avons fait pendant un certain temps dans les Caraïbes avec les Vénézuéliens et les Caribéens. Et maintenant, j'ai appris, ces 2 derniers jours, que nous sommes passés du côté du Pacifique et que nous l'avons refait. Nous n'arrêtons pas ces gens. Pas de procès, pas de jury, pas d'avocat, rien. Exécution sommaire. Au nom de quoi? D'une guerre contre la drogue. Mes amis, les États-Unis mènent officiellement une guerre contre la drogue depuis au moins 75 ans. Elle s'est révélée incapable de l'arrêter. On peut se procurer toutes ces drogues n'importe où aux États-Unis, en ville, à la campagne, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Nous ne parvenons pas à l'arrêter. Tuer des gens sommairement est une absurdité pour un pays censé défendre la loi et l'ordre et, si j'ose dire, un ordre international fondé sur des règles. Quelles règles exactement? Tuer des gens sur des bateaux. Si vous arrêtez quelqu'un pour trafic de drogue à l'intérieur des États-Unis, vous ne le tuez pas. Même s'ils sont reconnus coupables, on ne les tue pas. Nous n'avons exécuté personne dans le commerce de la drogue pour ce crime dans la mémoire de quiconque. Bon, ce sont là des signes d'un empire qui ne peut plus fonctionner. Bien sûr que les gens se tournent vers l'or. C'est une de ces choses que, même si je ne crois pas que ce soit justifié, mais c'est un autre sujet, les gens considèrent comme plus sûrs que les autres alternatives. Ce que j'espère, c'est que les gens se concentrent non pas sur la question de savoir si c'est plus sûr ou non. À mon avis, ça ne l'est pas, mais sur le fait que nous pouvons être en désaccord. L'important, c'est qu'ils fuient ce qui est désormais clairement, même s'ils n'osent pas le dire, une rupture dans le comportement d'un empire. Quant aux Européens, ils ont même eu un débat entre eux à ce sujet. Leurs juristes leur disent « Vous prenez une mesure incroyable ici. Êtes-vous sûr que nuire ni à l'Europe d'avoir été celle qui l'a fait? » Parce que, où que vous soyez riche, si ce sont les Européens qui le font, alors c'est en Europe que vous serez sûr de ne pas garder votre richesse. Et cela se produit à un moment où tout le monde reconnaît que leurs économies sont en grave difficulté, surtout les Britanniques, les Français et les Allemands, les 3 principaux dans cette partie du monde. Voulez-vous vraiment maintenant nuire à votre réputation en tant que lieu de conservation de la richesse?
là où celle-ci a été détenue de manière disproportionnée depuis les 500 dernières années. C'est la fin de l'Empire occidental. Dernier point avant de revenir. Une partie de la raison pour laquelle les BRICS n'ont pas développé leur propre monnaie, leur propre capacité, ce que d'ailleurs tous ces développements vont les pousser à faire et à reprendre plus tôt que tard. Michael a raison à ce sujet. L'une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas encore fait, il faut garder cela à l'esprit, est que ces points importants font l'objet de débats internes en Chine. La croissance spectaculaire de la Chine au cours des 35 dernières années a en partie dépendu de l'empire du dollar. C'est dans ce contexte que les Chinois ont trouvé le moyen de croître plus rapidement que les États-Unis et de devenir le cœur manufacturier de l'économie mondiale. Ils ont donc raison de s'inquiéter. Ne faites pas la transition avant d'être absolument certain que les avantages d'un tel changement l'emporteront sur les coûts inévitables liés à l'abandon de ce qui a si bien fonctionné pour vous. Il circule en Chine une blague selon laquelle il ne faut pas se couper des États-Unis tant que ceux-ci font encore des choses très utiles pour eux, comme maintenir le système SWIFT et conserver le dollar comme monnaie d'échange universelle, même si c'est désormais à un degré affaibli. En d'autres termes, c'est l'ancienne dialectique, et nous devrions faire attention à ne pas nous laisser piéger d'un côté ou de l'autre. Laissez-moi expliquer très rapidement la dernière fois. Du côté des États-Unis, l'argument est le suivant. La Chine n'est devenue une superpuissance que parce qu'elle a fait entrer des capitalistes privés il y a 30 ans. Après la mort de Mao et la fin de la révolution culturelle, il y a eu un changement, un afflux de capitalistes privés étrangers, japonais, européens, américains, puis l'autorisation pour les Chinois eux-mêmes. And then the allowance for the Chinese themselves. So that's one side of the dialectic. C'est donc un aspect de la dialectique. Cela s'est produit sans aucun doute, et cela a été très important pour la croissance de la Chine, sans aucun doute. Mais en même temps, le gouvernement chinois a conservé une position absolument dominante dans l'économie chinoise. Le gouvernement l'a fait, et le Parti communiste au sein du gouvernement a maintenu son pouvoir. Et cela constitue une part tout aussi essentielle de la croissance et du succès de l'économie chinoise. Sinon, on ne pourrait pas expliquer pourquoi la Chine a fait bien mieux que n'importe quel autre pays du Sud global sous le régime de l'Empire américain. Donc la dialectique, c'est l'interaction entre le secteur public et le secteur privé. La raison pour laquelle ils ont surpassé les États-Unis, c'est que les États-Unis ne comprennent pas la dialectique et sont tellement enfermés dans leur propre idéologie qu'ils empêchent le gouvernement de faire toutes sortes de choses dont il a besoin. Les Chinois n'ont pas ce problème et les Américains ne le voient pas. Ainsi, le processus dialectique a désormais changé et cela coûte cher à l'Occident chaque jour. La guerre en Ukraine en est une métaphore parfaite. Malgré tout, chaque escalade, y compris les nouvelles sanctions contre les compagnies pétrolières annoncées au cours des dernières 24 heures, les F-16, les chars Abrams, les différents missiles, le système Patriot, les HIMARS, rien de tout cela n'a fonctionné. Elles n'ont pas fonctionné. C'est pourquoi il y a une escalade à chaque étape. Et si j'étais du genre à deviner ou à parier, je ne le suis pas, mais si je l'étais, je parierais que toute cette histoire de sanctions contre les compagnies pétrolières n'est qu'un moyen pour M. Trump de limiter ses pertes. L'Ukraine est en train de sombrer et il y a déjà un immense jeu de reproches entre Européens et Américains. À qui la faute? Alors oui, bien sûr, sanctionnons cela. Bien sûr, les États-Unis ont fait leur part. Ce n'est pas nous, nous avons fait notre part. C'est vous, les Européens. Et les Européens diront exactement le contraire. Ce jeu de reproches sera un signe de plus d'un empire en train de se dissoudre.